sait-on jamais avec le hasard. Alors on vient de vivre 2 ans d'incertitude assez dramatique où voilà, le coefficient d'imprévisibilité était beaucoup plus fort que d'habitude encore sur ce qui va arriver, ce qui va nous arriver, etc. Vous qui travaillez sur les marchés financiers, comment vous voyez ça? À quel moment vous croisez le hasard? Sous quelle forme? Bon, en économie, le hasard et plus précisément l'incertitude joue un rôle principal dans le sens où il y a très peu de situations dans lesquelles on a la certitude sur les résultats des actions à prendre. Et on en rencontre 3 types généraux d'hasard ou d'incertitude. Le premier, ce sont les situations dans lesquelles on connaît presque tout. On connaît les contingences possibles, on connaît pour chaque action le résultat, étant donné la contingence, et on connaît aussi les probabilités de ces contingences. Par exemple, pensez au jeu de loto, par exemple, où les contingences incertaines sont la boule à tirer de l'urne et les résultats sont bien sûr le gain, les prix et les probabilités sont bien connues, bien que assez faibles, 1 sur 2 millions pour gagner 5 numéros corrects, mais aussi par exemple certains tests médicaux qui vous donnent la probabilité d'une maladie ou d'une malformation. Par exemple, les tests de trisomie pendant la grossesse qui donnent la probabilité comme 1 chance sur 10 000 ou 1 chance sur 500. Ou bien la météo qui nous donne pour chaque heure la probabilité de pluie. Mais malheureusement, donc, ce type de situations, elles sont très faciles dans quelque sens à traiter parce qu'on connaît presque tout. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est prendre la probabilité, prendre pour chaque résultat l'utilité et la perception de l'utilité et pondérer l'un par l'autre. Et comme ça, on peut comparer les actions qu'on a. Le problème, c'est que ce type de situation est assez rare. Donc la plupart du temps, les probabilités ne sont pas spécifiées. Il faut réfléchir pour les trouver. Pensez par exemple au jeu entre Allemagne et Hongrie ce mercredi. Quelle est la probabilité que l'Allemagne gagnera? On ne sait pas trop parce que la France a battu l'Allemagne. Hongrie et la France étaient 1-1. Donc, quelle est la probabilité? Je crois que même les experts vont différer par rapport à cette probabilité. On pourrait maintenant prendre toutes les données disponibles, tous les jeux entre l'Hongrie et l'Allemagne pour avoir une statistique. Mais est-ce que ça nous donnerait les résultats précis? Je ne sais pas, parce que peut-être que les équipes ont changé, les stratégies ont changé, la situation même n'est pas exactement pareille que dans le passé. Et donc ça amène à une ambiguïté, à une définition imprécise des probabilités et cela fait une différence dans les décisions économiques. Et il en est par exemple de même dans les marchés financiers où les données sur un actif spécifique dépendent bien sûr de l'âge de cet actif, combien d'années a-t-il déjà existé, ou bien sûr aussi leur pertinence dépend de la situation, combien d'années, comme vous dites, a-t-on déjà vécu d'une épidémie globale comme celle-ci et dans quelle mesure les données qu'on a déjà sont pertinentes pour juger des rendements pendant cette année exceptionnelle. Et finalement, si je dois compléter mon classement, il y a un 3e type de situation dans lesquelles même les contingences pertinentes ne sont pas connues. Donc pensez par exemple au couvre-feu. Personne n'aurait pensé il y a encore 2 ans qu'un couvre-feu puisse être introduit en France hors période de guerre.
Ou pensez aux variants du virus qu'on découvre. Le variant Delta a été non connu par les scientifiques il y a encore 2 ou 3 mois. Donc ce sont des contingences qui sont bien sûr pertinentes, mais en même temps, ils sont inconnus au moment où une décision doit être prise. Alors justement, vous êtes spécialiste, vous, des théories de la décision dans ces situations d'ambiguïté, en fait, dans ces situations d'incertitude. Alors comment les acteurs se comportent, puisqu'on sait que, voilà, ça fait longtemps qu'on sait que les acteurs économiques ne sont pas des êtres rationnels, n'agissent pas systématiquement au plus avantageux pour eux en fonction de ce qu'ils savent. Donc comment ça se passe ? Voilà, donc l'ambiguïté, elle survient surtout quand il y a une incertitude, et cette incertitude est souvent objective sur les probabilités des événements. Pensez par exemple à la décision, est-ce que oui ou non on peut implémenter un nouveau vaccin contre un virus. Et on sait bien que pour les vaccins, il y a des effets secondaires. Donc imaginez-vous une situation dans laquelle les données par rapport à ce vaccin sont encore insuffisants pour définir de façon exacte la probabilité de ces effets secondaires. Comment doit réagir un planificateur social, une agence gouvernementale avant ce fait? Bien sûr, dans ce cas, l'ambiguïté est objective. Il faudrait bien plus de données, plus d'études pour savoir plus sur les effets de vaccin. En même temps, il y a bien sûr l'urgence de l'implémenter au plus vite possible, spécialement quand il y a une précarité de vaccins et quand il y a un ressurgit du virus. Donc on peut s'imaginer qu'un décideur, dans ce sens-là, va prendre en compte l'ambiguïté qui existe, comme l'ont fait nos décideurs gouvernementaux, qui va estimer quel type de population est moins sensible à ce type d'effets négatifs et qui va peut-être arrêter pour un instant l'utilisation de vaccins dans les autres cas en se comportant de manière inverse à cette ambiguïté pour avoir plus de données et de cette façon de réduire l'ambiguïté qui est associée. Donc dans ce sens-là, on ne peut pas dire nécessairement, parce qu'on voit la rationalité de ce type de décision, une précaution, une attitude qui est un peu réticente en vue de l'incertitude et qu'on, en tant que lecteur, souhaiterait voir dans nos élus. Un autre exemple, on peut le prendre, ce sont les marchés financiers, dans lesquels, pareil, on a, comme j'ai déjà expliqué, il peut y avoir une incertitude sur les probabilités des rendus dans les marchés, dans lequel cas les acteurs peuvent prendre en compte cette ambiguïté et s'ils sont encore averses à l'ambiguïté, ils vont faire 2 choses. D'un côté, ils vont préférer des actifs qui sont plus sûrs pour s'assurer exactement vers cette ambiguïté. Mais un autre effet sera celui qu'ils vont épargner plus. Ils vont épargner plus en se disant, si jamais demain un mauvais choc arrive, avoir plus d'épargne, avoir une couche d'épargne, va nous permettre de survivre à ce type de choc. Et ça, ce sont bien sûr des exemples d'une attitude vers l'ambiguïté qui est l'aversion. Et bien sûr, on peut s'imaginer aussi des attitudes qui sont pro l'ambiguïté, où on aime l'ambiguïté. Ah bon, il y a des attitudes qui vont vers l'incertitude. Tout à fait. Il y a des attitudes qui vont vers l'incertitude et ce type des attitudes se retrouve par exemple dans les données sur les entrepreneurs. Les entrepreneurs ce sont les gens entre nous qui aiment l'incertitude et qui se lancent dans des projets incertains
pour en profiter bien sûr. Et donc par exemple dans mes recherches, je considère l'optimisme qui est le fait d'aimer l'incertitude dans les réseaux sociaux et économiques. Par exemple, dans le cadre de l'établissement des partenariats stratégiques parmi les firmes en termes de la recherche et de développement. Et dans ce cadre-là, bien sûr, une attitude positive vers l'incertitude amène à ce que l'innovation soit promue. Donc les sociétés qui ont plus d'entrepreneurs optimistes vont être celles qui ont un taux supérieur d'investissement. Et c'est dans ce sens-là où je dirais que toutes les deux attitudes, et bien sûr aussi l'attitude neutre qui est celle jugée rationnelle au départ, ces types d'incertitudes ont bien leur place dans la société, dans la vie économique. On ne peut pas dire que l'une sera nécessairement plus rationnelle que l'autre. Alors ce rapport des acteurs à la rationalité, il est compliqué. Est-ce que les gens qui perçoivent mal le hasard sont irrationnels? Est-ce que être rationnel, c'est bien faire la part de l'aléa? Comment ça se passe? Le concept de rationalité en économie est assez général et assez faible dans quelque sens. C'est-à-dire que dans son sens général, la rationalité ne veut rien dire de plus qu'un acteur choisit l'action qui est la meilleure pour lui, selon lui, étant donné les contraintes. Et comme ce meilleur pour lui est assez subjectif, il y a très peu de chances de tester la rationalité dans ce sens très très large. Et c'est pour ça que souvent les économistes mettent plus dans ce concept de rationalité, en y comprenant que l'acteur connaît toutes les contingences possibles, un modèle de la réalité qui est le vrai et en plus qui forme des croyances probabilistes. Et on a déjà vu que c'est pas nécessairement quelque chose qui est naturel, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est intuitif et bien sûr les expériences en labo et les données récupérées par les marchés le démontrent que les acteurs ne sont pas toujours rationnels dans ce sens-là. Maintenant, on peut argumenter largement quel concept de rationalité est le bon. Mais au lieu de faire ça, dans mes recherches, je me concentre sur une question un peu différente. Je me pose la question: qu'est-ce que les marchés favorisent en termes de comportement? Si on regarde les marchés dans le long terme, quel type d'acteur va survivre, va accumuler de la richesse et va influencer les prix au long terme? Et ça, c'est une question qui n'a pas une réponse immédiate, mais qu'on peut étudier avec des différents types de gens, avec des différents comportements vers l'ambiguïté par exemple, ou avec des différents degrés de conscience limitée. Et ce qui se trouve, c'est que le marché ne favorise pas toujours ni les agents qui sont pensés le plus rationnels dans le sens de mot original, ni les gens qui sont les mieux informés. Donc par exemple, prenons l'aversion à l'ambiguïté. Comme j'ai déjà dit, les agents qui sont averses à l'ambiguïté, ils vont faire deux choses. Ils vont choisir les actifs qui sont plus sûrs et ils vont épargner plus pour se prévenir contre un futur incertain et probablement mauvais. Et cette épargne, ces taux d'épargne qui sont supérieurs à ceux des agents probabilistes et donc rationnels, leur permettent non pas seulement de survivre, mais d'accumuler plus de la richesse. Et ça au détriment des agents probabilistes et finalement de définir les prix et les allocations sur le marché au long terme. Ce qui était un résultat assez surprenant quand on l'a obtenu, mais c'est là qu'on voit que la définition standard de la rationalité n'est pas toujours celle qui s'avère importante dans les marchés. Ou pour prendre un autre exemple, les gens qui ont une conscience limitée.
Quand on écrit notre modèle, il s'avère que ce type de gens se comportent comme s'ils avaient dans leur tête une heuristique, une règle simple pour prendre des décisions, qui leur dit « n'investissez pas dans des actifs que vous ne comprenez pas, ne signez pas les contrats dont vous n'êtes pas sûr ce qu'ils disent ». Donc ces gens-là peuvent se concentrer sur un nombre moindre d'événements dont ils doivent prédire les probabilités et parier uniquement sur ce type d'événements. Et ça peut leur permettre d'avoir des jugements probabilistes qui sont plus corrects sur ce nombre limité d'événements. Maintenant, une chose qu'on peut démontrer, c'est que ça ne les défavorise pas par rapport aux gens qui sont omniconscients et qui ont les probabilités correctes. Mais ça leur donne un avantage sur ceux qui prétendent d'être omniconscients et qui mettent des probabilités erronées sur les événements. Donc, dans ce sens-là, ce qu'on voit, c'est que les marchés reflètent ce qu'on a déjà su pendant longtemps, le type des erreurs on a pensé dans les décisions, l'utilisation d'heuristiques, les épargnes de précaution, la préférence pour les actifs sûrs, ce qu'on retrouve déjà depuis longtemps dans les marchés et en expérience de laboratoire, ça s'avère d'être en fait, dans quelque sens, la rationalité de marché, parce que le marché favorise ce type de comportement. Donc, somme toute, en fait, ce qu'il y a de pire sur les marchés comme partout, c'est de croire qu'on sait, ou plutôt de savoir un peu, et du coup de croire qu'on sait. C'est ça, l'illusion de savoir ou de prétendre que l'incertitude n'existe pas. Et je crois que ça se voit très bien quand on parle de décisions politiques, des décisions publiques, qu'on aimerait bien d'un côté que nos décideurs politiques soient le plus rationnels possible, qu'ils aient les estimations les plus complètes et les plus précises possibles, et en même temps on réalise que ce n'est pas le cas et qu'il faut reconnaître l'incertitude et qu'il faut agir envers cette incertitude avec des attitudes qui sont données dans quelque sens par les électeurs finalement. Donc tout ça, ça nous amène à la modélisation. Comment on modélise des situations aussi complexes ? Mais c'est ça la question qui m'intéresse maintenant tout particulièrement dans ma recherche, c'est de savoir comment un décideur, comment un agent, sur la base des données, extrait la description du monde, la description de la situation sous incertitude. C'est-à-dire comment il extrait des données les contingences pertinentes, les actions, les résultats et les estimations des probabilités dans la mesure où il peut. Ça a été quelque chose qui m'a intéressée depuis longtemps et maintenant je suis en train de développer effectivement ce projet. Et tout d'abord, c'est clair pourquoi la description de la réalité ne peut pas être exacte, parce que les données sont toujours limitées, ils sont toujours finis, tandis que la réalité n'est pas nécessairement finie, elle n'est pas nécessairement décrivable à partir des données existantes. Elle change, elle mute, et donc la perception sera toujours, dans quelque sens, limitée, toujours incomplète. Mais ce qui est intéressant dans cette approche, c'est qu'on peut s'imaginer que le montant, que la base de données qui existe augmente avec le temps. C'est-à-dire que notre décideur obtient plus d'informations. On peut modéliser la dynamique de ces perceptions par rapport aux nouvelles données. Et on peut par exemple se concentrer sur des choses assez basiques, ce qui est, on a un vaccin, on n'a pas encore assez d'analyses pour conclure que ce vaccin est efficace et que les effets secondaires sont minimaux, mais avec la croissance de la base de données, avec de nouvelles études, la certitude augmente et on n'a plus besoin d'être si ambigu, on n'a plus besoin d'être si prudent, on peut relâcher le vaccin et l'utiliser sans souci.
Mais ensuite, il y a aussi des situations où on vit des surprises, où les données nous surprennent, dans le sens, par exemple, de nouvelles variantes de Covid, ou au contraire, la nouvelle information, elle va générer plus d'incertitudes, augmenter notre ambiguïté et nous rendre plus prudents. Ou peut-être avec une surprise positive, comme on en a dans la recherche par exemple. On découvre quelque chose et ça nous fait plus amener à investir dans ce type de recherche incertaine, certes, mais en même temps qui nous a surprise de manière agréable et qui promet d'avoir, dans le cas de succès, des bons résultats. Et finalement, ce qui est une question encore irrésolue pour moi, mais très très intéressante, c'est le cas d'avoir des contradictions dans les informations qu'on reçoit. Pensez à deux études médicaux. La première étude vous dit que le traitement marche bien et la deuxième étude ne trouve pas d'effet ou trouve même des effets secondaires graves. Sur quelle de ces deux études va-t-on se baser? Est-ce qu'on va juste les agréger de manière indifférenciée? Je crois que ça ne sera peut-être pas la manière de progresser la meilleure. Au contraire, on va se rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose dans ces deux bases de données, peut-être une différence entre les patients, peut-être une différence dans la façon dont le traitement a été administré, mais un facteur dont on n'est pas encore conscient, qu'il faut chercher. Donc ce type de contradictions peuvent nous éclaircir sur le manque de connaissances qu'on a, sur les trous qu'il faut remplir d'une manière ou d'une autre. Ils nous montrent dans quelque sens la direction de la recherche à mener. Et ça, je trouve fascinant parce que c'est une chose qui n'a pas encore été étudiée du tout, dans l'économie au moins, et qui est très difficile aussi à modéliser avec les modèles de logique qu'on a, qui a priori ne permettent pas ce type de contradiction, qui assume que l'information qu'on obtient est cohérente avec les connaissances précédentes. Mais en même temps, ça peut nous permettre de modéliser plein de phénomènes intéressants, comme par exemple des surprises bonnes ou mauvaises dans les marchés financiers, comme la découverte de nouvelles technologies ou de nouveaux faits dans la science et le comportement des gens envers ces surprises. Donc c'est le rôle disruptif de la surprise. C'est ça, c'est le rôle disruptif, si vous voulez, la crise, la situation où on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas encore, on vit un peu dans le vide, savoir qu'on ne sait pas, mais pas savoir ce qu'il faut chercher et comment chercher pour arriver à une bonne décision. C'est exactement ça. Alors du coup, vous placeriez le curseur où pour la recherche? Quel est le bon degré d'incertitude, le bon degré de temps, le bon degré de hasard qu'on peut se permettre dans un processus scientifique, dans un processus de recherche? Combien de temps il faut se donner? Il faut, en tant que chercheur, se lancer dans des projets qui ont une faible certitude, mais qui promettent d'avoir des résultats surprenants, novatrices, inespérés, et certainement dans des domaines qui sont peu explorés par les autres. Merci Annie Gerdjikova. C'était un plaisir de parler avec vous.